Ce qui m'intéresse, c'est de mêler évidemment la fiction, de créer des personnages, des vies, des trajectoires, avec un substrat, un arrière-plan qui soit historique, qui présente un intérêt sociologique, philosophique, et de donner un petit peu de quoi nourrir, alimenter le lecteur. L'idée, c'était de faire se réunir 7 auteurs qui ont signé un contrat très particulier avec un mécène qu'ils n'ont jamais rencontré et qui leur propose d'écrire, moyennant une bonne somme d'argent, pendant 9 mois, un roman dont ils ont donné un scénario préalablement, dont ils ont été sélectionnés sur la base de scénario. Et la condition, c'est qu'ils écrivent pendant 9 mois dans un lieu inconnu, sans connexion du tout avec le monde extérieur. Et ils atterrissent, contre toute attente, en pleine mer du Nord, sur une plateforme pétrolière désaffectée. Voilà, pourquoi sont-ils là? Que font-ils? Vont-ils parvenir à écrire leur roman, à honorer ce contrat? Qui est à l'origine de ce contrat, etc., etc. Et quels rapports aussi vont se nouer entre les personnages? De sorte qu'en fait, dans ce livre, il y a 3 lignes de suspense. Il y a l'énigme de la plateforme, l'énigme qui tient au suspense que les auteurs écrivent, donc on a leur livre en gestation et le suspense de chaque livre, et puis aussi le suspense qui tient aux relations entre ces personnages, qui sont 7. Sans voir le mal partout, pour écrire un roman ou un scénario, il faut nécessairement être un peu parano, reprit Théo. Pour bâtir une intrigue, il faut mettre en rapport tout avec tout. Il faut penser chaque plan, chaque scène, chaque ligne, chaque détail par rapport au projet global. Une histoire qui se tenait était une bâtisse que chaque auteur construisait, brique après brique. Parce que tout livre, pour moi, est une sorte de défi, c'est-à-dire entre l'idée de départ et le produit final et le livre, il y a une sorte de bataille, une sorte d'excitation qui est propre à tout artiste, je pense, qui peint, qui sculpte, etc. Le désir de fabriquer un objet. Et je ne sais pas pourquoi, mais je choisis quand même souvent des récits assez complexes ou qui se situent dans des endroits impossibles. Ils étaient tous assignés, 9 mois durant, sur une île de métal d'environ 10 000 mètres carrés, qui ressemblait un peu à la matrice de Matrix, non loin du cercle arctique. Condamnés à entendre un cri de détresse en continu, qui surgissait des entrailles de la mer et qui les renvoyait au tréfonds de leur âme. Un râle envahissant, un cri de vase, de remous, une rumeur ou un murmure remugle âcre, plein de vagues mortes ou de lambeaux d'écume. Je fais partie je pense, des auteurs qu'on peut difficilement classer dans aucun genre, puisqu'en fait mon objectif quand j'écris un livre, c'est de me lancer un défi et c'est de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc je n'ai jamais fait le même livre sur, je sais pas, une douzaine ou une quinzaine d'ouvrages. Soit ils n'appartiennent pas au même genre, ça peut être du théâtre, ça peut être de la poésie, ça peut être surtout des romans, mais des romans différents, des romans historiques, des romans plutôt contemporains, des romans humoristiques, des romans tragiques, situés dans des époques également très différentes. Au XVIIIe siècle avec Voltaire, Rousseau, Les enfants abandonnés de Rousseau. Pour le premier roman, j'ai fait un envoi par la poste en me disant que les éditeurs ne liraient pas forcément les manuscrits. J'ai vu de bons retours quand même, de plusieurs éditeurs qui me disaient « Ah, il y a un style, etc. », qui avaient été intéressés par l'histoire et qui m'avaient envoyé des retours plutôt élogieux. Et donc j'ai été reçue par Grasset, puis par Flammarion, et j'ai choisi Flammarion. J'ai fait 2 romans chez Balland qui ont pas mal marché aussi. Le fils de Jean-Jacques, qui était mon 3e roman d'ailleurs, a rencontré vraiment son public dans les bibliothèques. Il a eu d'excellentes critiques. Il me figure même dans une anthologie pour des élèves de première, entre des ouvrages de Chateaubriand, Platon, etc. Dans son roman Le fils de Jean-Jacques, l'autrice Isabelle Marcé présente un extrait du texte L'Émile écrit par Jean-Jacques Rousseau. Dans son texte, Jean-Jacques Rousseau explique ce que doit être un bon père, alors que lui-même ne l'a pas été.
puisqu'il a abandonné ses 5 fils à l'assistance publique, aux enfants trouvés, les condamnant alors à une mort certaine. Un père, quand il engendre et nourrit des enfants, ne fait en cela que le tiers de sa tâche. Il doit des hommes à son espèce. Il doit à la société des hommes sociables. Il doit des citoyens à l'État. Tout homme qui peut payer cette triple dette et ne le fait pas est coupable. Et face à ce succès relatif, toutefois, mon éditeur, quelques années après, m'a suggéré d'écrire la suite. Pour écrire ces 2 romans historiques et réalistes, j'ai eu besoin de venir des heures dans cette salle de travail de la bibliothèque pour consulter vraiment des archives sur la ville d'Amiens, pour me balader dans les quartiers. Alors ce roman raconte la vie fictive du seul enfant que Rousseau aurait pu retrouver parmi les 5 qu'il a abandonnés, mais également il met en scène Rousseau, notamment un séjour qu'il a effectué à Amiens. Il vient de se baigner dans la lumière de la cathédrale d'Amiens, étonné par la clarté et par l'immensité de sa nef. En sortant, il contemple le portail et les sculptures représentant le jugement dernier. Comment sera-t-il jugé après sa mort? Par les hommes et par Dieu. Il a pris une chambre avec Thérèse à l'hôtel des Bons Enfants, sous sa véritable identité, en attendant que son protecteur, le prince de Conti, cousin du monarque, réponde à sa lettre et lui indique un nouvel asile. Et dans ce roman, j'insiste vraiment sur les conflits qui existent entre Voltaire et Rousseau, sachant que c'est Voltaire qui a révélé dans un pamphlet anonyme que Rousseau avait abandonné ses 5 enfants. Isabelle Marcet présente le conflit entre les thèses de Voltaire et de Rousseau. Elle met également en valeur le paradoxe dans les thèses de Voltaire. Un Voltaire anticlérical d'abord. Tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde. Mais également un Voltaire qui paradoxalement s'oppose à l'éducation des pauvres. Je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple, que vous croyez digne d'être instruit. J'entends par peuple la populace, qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois. C'est l'habitant des villes. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. J'ai effectué énormément de recherches sur les différents lieux à Amiens, pour la bonne et simple raison que le personnage de l'histoire, qui est le fils abandonné de Rousseau, l'un des 5 enfants abandonnés de Rousseau, va devenir apothicaire à Amiens. Isabelle Marcet imagine le Baptiste, le fils de Jean-Jacques Rousseau, vivant à Amiens près des ortillonnages. Sur le quai, ils avisèrent un maraîcher qui venait de la rive d'amont et qui sortait de sa barque des paniers pleins de pois, de salades et de raves qu'il déposa au pied du pont. Le fils de ce dernier tenait la perche qu'il plantait à intervalles réguliers dans le rieux pour pousser son embarcation. Moyennant quelques sols, il accepta de mener les 2 jeunes gens à travers les parcelles que ses ancêtres avaient eux-mêmes cultivées. C'est ainsi que Baptiste et Thomas se retrouvèrent bientôt sous les frondaisons, entre les roseaux et les lentilles d'eau. Baptiste sentit sur ses épaules, sur ses joues, la caresse des saules et des arbres fruitiers. Il écartait souvent des branches, se penchait pour éviter d'être blessé ou de freiner la barque qui filait vers l'île aux fagots, en admirant les miroitements du soleil et les lambeaux de ciel réfléchis par les eaux. Alors, d'abord pour moi l'écriture n'est absolument pas un travail, c'est un loisir. Je travaille comme enseignante, j'adore mon métier parce que rencontrer des élèves c'est quand même le plus beau métier du monde. Je dis parfois que je suis une occasionnelle de l'écriture. Pas vraiment un écrivain, j'ai toujours eu du mal avec ce terme d'écrivain que je trouve prétentieux, pompeux, etc. Alors j'ai atterri à Amiens de manière indépendante de ma volonté après avoir obtenu le CAPES et avoir été parachutée au sens littéral du terme ici,
Au départ, je faisais un peu la tête, hein, et puis on me disait oh là là, ma pauvre enfant, là-bas, prends ton pépin, il pleut tous les jours. J'étais finalement très agréablement surprise par cette ville, par des gens authentiques, très fidèles en amitié, et je me suis très bien acclimatée à cette ville que je trouve à échelle humaine agréable, même si le centre-ville a été détruit et reconstruit par Benjamin Péret et que le béton a quelque chose de pas très accueillant. Les ortillonnages, plein de lieux dans Amiens, notamment la campagne et les villages avec leurs étangs. Ce roman est un peu particulier, c'est un roman qui présente des aspects autobiographiques, mais le point de départ met en scène un homme, l'homme que j'aime, avec lequel j'ai la chance de vivre. Le problème, c'est que je me pose une question quand même, parce que ça fait très autobiographique, c'est très fictif. Mais si on pense que je suis le personnage principal, ça pose problème. Je lis ce que t'en penses, parce que c'est un peu provoque quand même. Hein. On avait bu, c'était l'été. On a dit en sortant du bar, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, on dort dedans, dehors. Sur la chaussée, un type nous a demandé la route des traits. Et j'ai dit, c'est tout simple, il suffit de tourner tout droit. Tournez tout droit, monsieur. Et parfois, il m'arrive de proposer la deuxième version à François. Il me dit, ah, je préférais la première. Généralement, je préfère toujours le premier jet, c'est vrai. Alors moi, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un petit livre d'Isabelle Marcet. Et ça traite de la chèvre de Monsieur Seguin, mais de façon humoristique. Et là, c'est la chèvre de Monsieur Seguin vue comme une fable bovarico-érotico-philosophico-psychanalytico-gastronomico-politique, tout simplement. Et grâce à tous ces titres, eh bien, on est mis en appétit. Au début du texte, il s'adresse à Gringoire, il s'adresse à quelqu'un d'autre, à un humain, en disant « Tu entends Gringoire, la chèvre qui s'est battue toute la nuit avec le loup, et le matin le loup l'a mangé ». Et en fait, qu'est-ce qu'il raconte à Gringoire? C'est qui son... Alors, Gringoire, c'est bien, tu connais tes classiques, Patrice. Gringoire, en fait, c'était un poète. Une fois qu'on a, dans un moment d'amour ou d'égarement, accepter d'avoir l'anneau au doigt, ou plutôt la corde au cou, une fois qu'on s'est marié, pacsé, casé, fût-ce avec un conjoint attentif, attachant, mais un peu trop casanier, il nous arrive de songer à la chèvre, à cet amour de petite Blanquette qui se laissait docilement traire, sans bouger, attachée à son pieu, de songer que la chevrette est morte, certes, mais qu'elle a vécu, connu le temps de son escapade, des extases, qui valent bien toute une vie. Si vous faites pour quelque chose, bonne idée. Oui. Moi, je suis assez tentée aussi. L'idée qu'elle est bonne. Alors, servez-vous bien les petites assiettes. Voilà. Annette. C'est un mascarpone, Annette. C'est à quoi, Nadine? Oui, ah oui. Il a pu s'arranger pour passer à nouveau par les endroits où il savait trouver Madeleine. La rencontre s'est produite au moment où elle ne s'y attendait plus, rue du 27 août, près des portiques. Il a dit en souriant, « Cette fois, je ne vous propose pas de prendre un verre. » Les hommes, les femmes cherchent par l'amour à trouver leur part invisible, complémentaire. Une petite fille qui a aussi 10 ans. C'est pour ça que je disais, voilà, décidément, tous les enfants ont 10 ans ce soir. Donc, elle a une dizaine d'années. Et en fait, elle a connu un épisode de cécité. Et elle a consulté de grands spécialistes. Un petit extrait de Pâques, la complainte du Nil, donc une sorte de conte philosophique et écologique. Donc tous trois traversaient la plage pour regagner leur antre lorsque Noam poussa un cri. Un crâne humain gisait sur le sable. Il venait de s'échouer après avoir été brassé par les vagues. La mer charriait donc à présent des ossements de sépultures profanées, tandis que des statues étaient fracassées. Une image effroyable s'imposa dans l'esprit de Tao, celle de centaines de crânes vomis par les vagues, recrachés sur un sol qui ne serait bientôt plus qu'une immense nécropole pour les hommes, comme pour leurs idoles. Les éditions de celui-ci, différentes.
Elle est sur Paris, enfin Montreuil, je veux dire que l'idée c'était ça, c'était de créer une micro-société dans la société avec des personnages qui ont un idéal communautaire, qui veulent vivre autrement aussi. Une réflexion sur notre propre vie, sur d'autres alternatives possibles. Voilà. Sur les rapports humains et la communication dans la vie de tous les jours. Fabrique des livres anonymes. Effectivement, ça a été une belle découverte puisque je suis rentrée très rapidement dans l'histoire avec ces 7 écrivains qu'on retrouve. Un cadeau pour la maîtresse. Ici, on est en terre de mission. Voilà. Estelle, c'est comme je suis toute seule, j'avais envie que les gens sachent à qui ils s'adressent quand ils viennent. Avant, il y a longtemps qu'il n'y avait plus de librairie à Moreuil. C'était une vraie volonté de ma part de m'installer sur un territoire où il n'y avait rien du tout. Parce que voilà, il y a un vrai besoin, que le potentiel est énorme et qu'on peut tout imaginer. L'année dernière, une première édition, là on travaille sur la deuxième. C'est un festival qui a rencontré un beau succès. Donc dès sa première édition l'année dernière, il y avait plus d'une quarantaine d'auteurs qui étaient présents. Il y a eu plus de 700 visiteurs. Donc pour une première édition, sur une ville de 4000 habitants, on est très très content du résultat. Donc là, on travaille à la deuxième édition. Ma première rencontre avec Isabelle Marcet, ça remonte maintenant à une quinzaine d'années, et je venais de créer ma maison d'édition. En ce qui concerne la fabrique des livres anonymes, d'abord on a mis du temps à trouver le titre. Ce n'était pas tout à fait le titre original, mais Isabelle m'avait parlé quelques années avant d'un livre qu'elle voulait écrire sur des gens dans une société qui seraient remisés dans une réserve en dehors de la vie de tout le monde. Alors un peu comme dans le site de 1984 ou Le meilleur des mondes, voilà, dans cette veine-là. Et puis elle m'a parlé après d'un autre livre qu'elle voulait écrire, et puis d'un troisième qu'elle aurait voulu écrire. Et en fait, tous ces livres-là se retrouvent dans la fabrique. On a eu l'idée de rééditer La chèvre de M. Seguin, puisque l'éditeur ne le faisait plus. Et donc on a rajouté ce texte, il a été l'ouverture du recueil et il a été le titre du recueil final. L'afterchef de M. Seguin, c'est quand même quelque chose qui marque beaucoup plus. Il n'y a pas de rivalité entre les chèvres et les loups. Dans mon livre, justement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, ben merci André, au revoir. Je voulais faire une photo, attends, je prends. Non, je suis pas du tout sur du boulot là. Non, mais j'ai vendu la petite. Oui. Tout à fait. Et ça vous avez... Donc là, il y a la première partie. Dans la fabrique des livres anonymes, ce qui m'a plu, c'est le fait comme ça de loger des écrivains dans un lieu très anxiogène. Les histoires sont variées, il y a du suspense. Je vais l'offrir à une amie. Isabelle Marcet a également écrit des romans plus humoristiques, notamment Rue des Dames. Dans cette œuvre, elle imagine un groupe de 3 femmes qui habitent à Amiens et qui sont très excitées par l'idée de rencontrer un intellectuel parisien. Je me suis levé précipitamment pour entourer mes épaules d'un châle en laine, allumer mon ordi et chercher son nom sur un moteur de recherche. Vincent Fournol. J'y étais. Vincent Fournol. Blason féminin d'hier et d'après-demain. Il y avait une photo en noir et blanc. C'était bien lui. Il posait l'air faussement décontracté avec des lunettes rétro d'intello. La romancière a écrit également une nouvelle satirique et humoristique sur Jean d'Ormesson, intitulée Jean d'eau. Quand il apparaissait sur l'écran, grand-maman s'écriait « Oh, ce qu'il parle bien, ce qu'il est distingué !» Grand-papa ajoutait « En tout cas, il s'y connaît en imparfait du subjonctif. Et en passé simple. Je vous vis, vous me plûtes, et vous m'épatate. » Plus que lui pour s'exprimer ainsi aujourd'hui. Pour mon dernier roman, j'ai voulu vraiment jouer sur 2 registres. Le registre tragique, avec l'histoire donc d'une jeune personne qui devient aveugle, qui s'appelle Noé, qui est une fille d'ailleurs. Et puis j'ai voulu aussi faire rire les gens ou qu'il y ait de l'humour noir dans cette tragédie. J'ai fait la rencontre de personnes non-voyantes dans l'association, au cœur de l'association Valentin Oïc. Le dernier roman, donc, j'ai eu envie de me mettre dans la peau d'une jeune fille qui est devenue aveugle.
croisez pas tout ça là pour... Je vous lis une scène parce que je ne suis pas sûre d'être dans les clous tout à fait. Donc mon personnage va découvrir la canne tactile dans le centre. En fin de soirée, Mr Gadget s'est approché de moi et j'ai fait une découverte capitale. Les cannes blanches de la nouvelle génération, hyper sophistiquées, pouvaient se plier et se ranger ni vu ni connu dans un sac. Elles ressemblaient plus à un gadget qu'à la canne rigide, austère, que je connaissais. Bon, donc déplacement de la canne, j'entends le bip-bip, vous voyez le bip-bip qui est là. Donc en faisant gauche-droite, on va savoir qu'il y a des endroits, qu'il y a des obstacles. Donc dès que l'obstacle est plus important, la canne elle se met à sonner plus fort, vous voyez. Donc là c'est tout le matériel qu'on utilise au quotidien. Donc il y a des loupes électroniques pour les malvoyants, aussi les ordinateurs avec une synthèse vocale qui s'appelle NVDA, donc qui nous permet de se débrouiller sur l'ordinateur et de pouvoir entendre ce que l'ordinateur, ce qui est écrit dessus. Alors, la fabrique d'un livre, ça comporte plusieurs étapes et peut-être qu'une des premières choses, c'est de savoir, quand on a trouvé un peu l'intrigue et l'histoire, c'est le ton, la tonalité, le registre. Quelles sont les émotions, les sensations qu'on veut faire passer au lecteur. Parce que quand j'écris, je pense beaucoup au lecteur et à ce qu'il va éprouver en lisant. J'ai envie, l'idéal c'est de le surprendre, c'est de l'étonner, c'est surtout qu'il ait envie de poursuivre la lecture et de savoir ce qui va se passer ensuite, de maintenir une sorte de suspense.